Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra. Chapitre 1. Est-ce le fantôme? Ce soir-là, qui était celui de messieurs Debienne et Poligny, les directeurs démissionnaires de l'opéra, donnaient leur dernière soirée de gala à l'occasion de leur départ. La loge de la Sorelli, un des premiers sujets de la danse, était subitement envahie par une demi-douzaine de ces demoiselles du corps de ballet qui remontaient de scène après avoir dansé Polyeucte. Elles s'y précipitèrent dans une grande confusion, les unes faisant entendre des rires excessifs et peu naturels, et les autres des cris de terreur. La Sorelli, qui désirait être seule un instant pour repasser le compliment qu'elle devait prononcer tout à l'heure au foyer devant messieurs Debienne et Poligny, avait vu avec une méchante humeur toute cette foule étourdie se ruer derrière elle. Elle se retourna vers ses camarades et s'inquiéta d'un aussi tumultueux émoi. Ce fut la petite James, le nez cher à Grévin, des yeux de myosotis, des joues de rose, une gorge de lys, qui en donna la raison en 3 mots, d'une voix tremblante qu'étouffait l'angoisse. « C'est le fantôme !» Et elle ferma la porte à clé. La loge de la Sorelli était une élégance officielle et banale. Une psyché, un divan, une toilette et des armoires en formaient le mobilier nécessaire. Quelques gravures sur les murs, souvenirs de la mère qui avait connu les beaux jours de l'ancien opéra de la rue Lepelletier. Des portraits de Vestris, de Gardel, de Dupont, de Bicottini. Cette loge paraissait un palais aux gamines du corps de ballet, qui étaient logées dans des chambres communes où elles passaient leur temps à chanter, à se disputer, à battre les coiffeurs et les habilleuses, et à se payer des petits verres de cassis ou de bière, ou même de rhum, jusqu'au coup de cloche de l'avertisseur. La Sorelli était très superstitieuse. En entendant la petite James parler du fantôme, elle frissonna et dit « Petite bête !» Et comme elle était la première à croire aux fantômes en général, et à celui de l'opéra en particulier, elle voulut tout de suite être renseignée. « Vous l'avez vu ?» interrogea-t-elle. « Comme je vous vois, » répliqua en gémissant la petite James, qui ne tenant plus sur ses jambes se laissa tomber sur une chaise. Et aussitôt la petite Giry, des yeux pruneaux, des cheveux d'encre, un teint de bistre, sa pauvre petite peau sur ses pauvres petits os, ajouta. « Si, c'est lui, il est bien laid. »« Oh oui, fit le chœur des danseuses. » Et elles parlèrent toutes ensemble. Le fantôme leur était apparu sous les espèces d'un monsieur en habit noir qui s'était dressé tout à coup devant elles, dans le couloir, sans qu'on pût savoir d'où il venait. Son apparition avait été si subite qu'on eût pu croire qu'il sortait de la muraille. « Bah, fit l'une d'elles qui avait à peu près conservé son sang-froid, vous voyez le fantôme partout. » Et c'est vrai que depuis quelques mois, il n'était question à l'opéra que de ce fantôme en habit noir qui se promenait comme une ombre du haut en bas du bâtiment, qui n'adressait la parole à personne, à qui personne n'osait parler, et qui s'évanouissait, du reste, aussitôt qu'on l'avait vu, sans qu'on pût savoir par où ni comment. Il ne faisait pas de bruit en marchant, ainsi qu'il sied à un vrai fantôme. On avait commencé par en rire et par se moquer de ce revenant habillé comme un homme du monde ou comme un croque-mort, mais la légende du fantôme avait bientôt pris des proportions colossales dans le corps du ballet. Toutes prétendaient avoir rencontré plus ou moins cet être extranaturel et avoir été victimes de ses maléfices. Et celles qui en riaient le plus fort n'étaient point les plus rassurées. Quand il ne se laissait point voir, il signalait sa présence ou son passage par des événements drôlatiques ou funestes, dont la superstition quasi générale le rendait responsable. Avait-on à déplorer un accident? Une camarade avait-elle fait une niche à l'une de ces demoiselles du corps de ballet? Une houppette à poudre de riz était-elle perdue? Tout était de la faute du fantôme de l'opéra. Au fond, qui l'avait vu? On peut rencontrer tant d'habits noirs à l'opéra qui ne sont pas des fantômes, mais celui-là avait une spécialité que n'ont point tous les habits noirs. Il habillait un squelette. Du moins, ces demoiselles le disaient. Et il avait naturellement une tête de mort. Tout cela était-il sérieux? La vérité est que l'imagination du squelette était née de la description qu'avait faite du fantôme Joseph Buquet, chef machiniste, qui, lui, l'avait réellement vu. Il s'était heurté,
on ne saurait dire nez à nez car le fantôme n'en avait pas, avec le mystérieux personnage dans le petit escalier qui, près de la rampe, descend directement au-dessous. Il avait eu le temps de l'apercevoir une seconde, car le fantôme s'était enfui, et avait conservé un souvenir ineffaçable de cette vision. Et voici ce que Joseph Buquet a dit du fantôme à qui voulait l'entendre. Il est d'une prodigieuse maigreur, et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit en somme que de grands trous noirs, comme au crâne des morts. Sa peau, qui est tendue sur l'ossature comme une peau de tambour, n'est point blanche, mais vilainement jaune. Son nez est si peu de chose qu'il est invisible de profil, et l'absence de ce nez est une chose horrible à voir. 3 ou 4 longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles font office de chevelure. En vain, Joseph Buquet avait-il poursuivi cette étrange apparition. Elle avait disparu comme par magie, et il n'avait pu retrouver sa trace. Ce chef machiniste était un homme sérieux, rangé, d'une imagination lente, et il était sobre. Sa parole fut écoutée avec stupeur et intérêt, et aussitôt il se trouva des gens pour raconter qu'eux aussi avaient rencontré un habit noir avec une tête de mort. Les personnes sensées qui eurent vent de cette histoire affirmèrent d'abord que Joseph Buquet avait été victime d'une plaisanterie d'un de ses subordonnés. Et puis, il se produisit coup sur coup des incidents si curieux et si inexplicables que les plus malins commencèrent à se tourmenter. Un lieutenant de pompiers, c'est brave, ça ne craint rien. Ça ne craint surtout pas le feu. Eh bien, le lieutenant de pompiers en question, qui s'en était allé faire un tour de surveillance dans les dessous, et qui s'était aventuré, paraît-il, un peu plus loin que de coutume, était soudain réapparu sur le plateau, pâle, effaré, tremblant, les yeux hors des orbites, et s'était quasi évanoui dans les bras de la noble mère de la petite James. Et pourquoi ? Parce qu'il avait vu s'avancer vers lui, à hauteur de tête, mais sans corps, une tête de feu. Et je le répète, un lieutenant de pompiers, ça ne craint pas le feu. Ce lieutenant de pompiers s'appelait Papin. Le corps de balai fut consterné. D'abord, cette tête de feu ne répondait nullement à la description qu'avait donnée du fantôme Joseph Buquet. On questionna bien le pompier, on interrogea à nouveau le chef machiniste, à la suite de quoi ces demoiselles furent persuadées que le fantôme avait plusieurs têtes, dont il changeait comme il voulait. Naturellement, elles imaginèrent aussitôt qu'elle courait les plus grands dangers. Du moment qu'un lieutenant de pompiers n'hésitait pas à s'évanouir, coryphées et rats pouvaient bien invoquer des excuses à la terreur qui les faisait se sauver de toutes leurs petites pattes quand elles passaient devant quelque trou obscur d'un corridor mal éclairé. Si bien que, pour protéger dans la mesure du possible le monument voué à d'aussi horribles maléfices, la Sorelli elle-même, entourée de toutes les danseuses et suivie même de toute la marmaille des petites classes en maillot, avait, au lendemain de l'histoire du lieutenant des pompiers, sur la table qui se trouve dans le vestibule du concierge, du côté de la cour de l'administration, déposé un fer à cheval que quiconque pénétrant dans l'opéra, à un autre titre que celui de spectateur, devait toucher avant de mettre le pied sur la première marche de l'escalier. Et cela, sous peine de devenir la proie de la puissance occulte qui s'était emparée du bâtiment, des caves au grenier. Ce fer à cheval, comme toute cette histoire du reste, hélas, je ne l'ai point inventé, et l'on peut encore aujourd'hui le voir sur la table du vestibule, devant la loge du concierge, quand on entre dans l'opéra par la cour de l'administration. Voilà qui donne assez rapidement un aperçu de l'état d'âme de ces demoiselles, le soir où nous pénétrons avec elles dans la loge de la Sorelli. « C'est le fantôme !» s'était donc écriée la petite James. Et l'inquiétude des danseuses n'avait fait que grandir. Maintenant, un angoissant silence régnait dans la loge. On n'entendait plus que le bruit des respirations haletantes. Enfin, James, s'étant jeté avec les marques d'un sincère effroi jusque dans le coin le plus reculé de la muraille, murmura ce seul mot. « Écoutez !»
Il semblait en effet à tout le monde qu'un frôlement se faisait entendre derrière la porte. Aucun bruit de pas. On eût dit d'une soie légère qui glissait sur le panneau, puis plus rien. La Sorelli tenta de se montrer moins pusillanime que ses compagnes. Elle s'avança vers la porte et demanda d'une voix blanche « Qui est là ?» Mais personne ne lui répondit. Alors, sentant sur elle tous les yeux qui épiaient ses moindres gestes, elle se força à être brave et dit très fort « Il y a quelqu'un derrière la porte ?»« Oh oui, 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 il y a certainement quelqu'un derrière la porte, » répéta ce petit pruneau sec de Meg-Giry qui retint héroïquement la Sorelli par sa jupe de gaz. « Surtout n'ouvrez pas, mon Dieu, n'ouvrez pas !» Mais la Sorelli, armée d'un stylet qui ne la quittait jamais, osa tourner la clé dans la serrure et ouvrit la porte, pendant que les danseuses reculaient jusque dans le cabinet de toilette et que Meg-Giry soupirait « Maman, maman !» La Sorelli regardait dans le couloir courageusement. Il était désert. Un papillon de feu dans sa prison de verre jetait une lueur rouge et louche au sein des ténèbres ambiantes, sans parvenir à les dissiper. Et la danseuse referma vivement la porte avec un gros soupir. « Non, dit-elle, il n'y a personne. » « Et pourtant nous l'avons bien vu, affirma encore James, en reprenant à petits pas craintifs sa place auprès de la Sorelli. « Il doit être quelque part par là, à rôder. Moi je ne retourne point m'habiller. Nous devrions descendre tout au foyer, ensemble, tout de suite, pour le compliment. Et nous remonterions ensemble. » Là-dessus, l'enfant toucha pieusement le petit doigt de corail qui était destiné à la conjurer du mauvais sort. Et la Sorelli dessina à la dérobée, du bout de l'ongle rose de son pouce droit, une croix de Saint-André sur la bague en bois qui cerclait l'annulaire de sa main gauche. La Sorelli, a écrit un chroniqueur célèbre, est une danseuse grande, belle, au visage grave et voluptueux, à la taille aussi souple qu'une branche de saule. On dit communément d'elle que c'est une belle créature. Ses cheveux blonds et purs comme l'or couronnent un front mat au-dessous duquel s'enchâssent 2 yeux d'émeraude. Sa tête se balance mollement comme une aigrette sur un cou long, élégant et fier. Quand elle danse, elle a un certain mouvement de hanche indescriptible, qui donne à tout son corps un frissonnement d'ineffable longueur. Quand elle lève les bras et se penche pour commencer une pirouette, accusant ainsi tout le dessin du corsage, et que l'inclinaison du corps fait saillir la hanche de cette délicieuse femme, il paraît que c'est un tableau à se brûler la cervelle. En fait de cervelle, il paraît avéré qu'elle n'en eut guère. On ne le lui reprochait point. Elle dit encore aux petites danseuses « Mes enfants, il faut vous remettre. Le fantôme, personne ne l'a peut-être jamais vu. »« Si, nous l'avons vu tout à l'heure, reprirent les petites. Il avait la tête de mort et son habit, comme le soir où il est apparu à Joseph Buquet. »« Et Gabriel aussi l'a vu, fit James, pas plus tard qu'hier, hier dans l'après-midi en plein jour. »« Gabriel, le maître de chant ? Mais oui, comment vous ne savez pas ? Et il avait son habit en plein jour ? Qui ça, Gabriel ? » ?»« Mais non, le fantôme. »« Bien sûr qu'il avait son habit, affirma James. C'est Gabriel lui-même qui me l'a dit. C'est même à ça qu'il a reconnu. Et voici comment ça s'est passé. Gabriel se trouvait dans le bureau du régisseur. Tout à coup, la porte s'est ouverte. C'était le persan qui entrait. Vous savez si le persan a le mauvais œil ? Oh oui, répondirent en chœur les petites danseuses, qui, aussitôt qu'elles eurent évoqué l'image du persan, firent les cornes au destin avec leur index et leur auriculaire allongé, cependant que le médium et l'annulaire étaient repliés sur la paume et retenus par le pouce. Et si Gabriel est superstitieux, continua James, cependant il est toujours poli. Et quand il voit le persan, il se contente de mettre tranquillement sa main dans sa poche et de toucher ses clés. Eh bien, aussitôt que la porte s'est ouverte devant le persan, Gabriel ne fit qu'un bond du fauteuil où il était assis jusqu'à la serrure de l'armoire pour toucher du fer. Dans ce mouvement, il déchira à un clou tout un pan de son paletot. En se pressant pour sortir, il alla donner du front contre une parterre et se fit une bosse énorme. Puis en reculant brusquement, il s'écorcha le bras auparavant près du piano.
Il voulut s'appuyer au piano, mais si malheureusement que le couvercle lui retomba sur les mains et lui écrasa les doigts. Il bondit comme un fou hors du bureau, et enfin prit si mal son temps en descendant l'escalier qu'il dégringola sur les reins toutes les marches du premier étage. Je passais justement à ce moment-là avec maman. Nous nous sommes précipités pour le relever. Il était tout meurtri, avait du sang plein la figure que ça nous faisait peur. Mais tout de suite, il s'est mis à nous sourire et à s'écrier « Merci, mon Dieu, d'en être quitte pour si peu !» Alors nous l'avons interrogé, et il nous a raconté toute sa peur. Elle lui était venue de ce qu'il avait aperçu derrière le persan, le fantôme. Le fantôme avec la tête de mort, comme l'a décrit Joseph Buquet. Un murmure effaré salua la fin de cette histoire, au bout de laquelle James arriva tout essoufflé tant elle l'avait narré vite, vite, comme si elle était poursuivie par le fantôme. Et puis il y eut encore un silence qu'interrompit à mi-voix la petite Giry, pendant que, très émue, la Sorelli se polissait les ongles. Joseph Buquet ferait mieux de se taire, énonça le pruneau. Pourquoi donc il se tairait, lui demanda-t-on. C'est la vie de maman, répliqua Meg, tout à fait à voix basse cette fois-ci, et en regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue d'autres oreilles que de celles qui se trouvaient là. Et pourquoi que c'est la vie de ta mère? Chut, maman, dis que le fantôme n'aime pas qu'on l'ennuie. Et pourquoi qu'elle dit ça, ta mère? Parce que... rien. Cette réticence savante eut le don d'exaspérer la curiosité de ces demoiselles qui se pressèrent autour de la petite Giry et la supplièrent de s'expliquer. Elles étaient là, coude à coude, penchées dans un même mouvement de prière et d'effroi. Elles se communiquaient leur peur, y prenant un plaisir aigu qui les glaçait. « J'ai juré de ne rien dire », fit encore Meg dans un souffle. Mais elles ne lui laissèrent point de repos, et elles promirent si bien le secret que Meg, qui brûlait du désir de raconter ce qu'elle savait, commença, les yeux fixés sur la porte. « Voilà, c'est à cause de la loge. » « Quelle loge ? » ?»« La loge du fantôme. »« Le fantôme a une loge ?» À cette idée que le fantôme avait sa loge, les danseuses ne purent contenir la joie funeste de leur stupéfaction. Elles poussèrent de petits soupirs. Elles dirent « Oh mon Dieu, raconte !» Plus bas, commença Meg. « C'est la première loge, numéro 5. Vous savez bien, la première loge à côté de l'avant-scène de gauche. »« Pas possible. C'est comme je vous le dis, c'est maman qui en est l'ouvreuse. Mais vous me jurez bien de ne rien raconter. Mais oui, va. Eh bien, c'est la loge du fantôme. Personne n'y est venu depuis plus d'1 mois, excepté le fantôme, bien entendu. Et on a donné l'ordre à l'administration de ne plus jamais la louer. Et c'est vrai que le fantôme y vient? Mais oui. Il y vient donc quelqu'un? Mais non, le fantôme y vient et il n'y a personne. Les petites danseuses se regardèrent. Si le fantôme venait dans la loge, on devait le voir, puisqu'il avait un habit noir et une tête de mort. C'est ce qu'elles firent comprendre à Meg. Mais celle-ci leur répliqua. « Justement, on ne voit pas le fantôme, et il n'a ni habit ni tête. Tout ce qu'on a raconté sur sa tête de mort et sur sa tête de feu, c'est des blagues. Il n'a rien du tout. On l'entend seulement, quand on est dans la loge. Maman ne l'a jamais vu, mais elle l'a entendu. Maman le sait bien, puisqu'elle c'est elle qui lui donne le programme. » La Sorelli crut devoir intervenir. « Petite Giry, tu te moques de nous ?» Alors la petite Giry se prit à pleurer. « J'aurais mieux fait de me taire. Si maman savait jamais ça. Mais pour sûr que Joseph Buquet a tort de s'occuper de choses qui ne le regardent pas. Ça lui portera malheur. Maman le disait encore hier soir. » À ce moment, on entendit des pas puissants et pressés dans le couloir, et une voix essoufflée qui criait « Cécile, Cécile, es-tu là ?»« C'est la voix de maman, » fit James. « Qu'y a-t-il » Et elle ouvrit la porte. Une honorable dame, taillée comme un grenadier poméranien, s'engouffra dans la loge et se laissa tomber en gémissant dans un fauteuil. Ses yeux roulaient, affolés, éclairant lugubrement sa face de brique cuite. « Quel malheur, fit-elle. « Quoi ? Joseph Buquet. Eh bien, Joseph Buquet. Joseph Buquet est mort. » La loge s'emplit d'exclamations, de protestations étonnées, de demandes d'explications effarées. « Oui, on vient de le trouver pendu dans le 3e dessous. » Mais le plus terrible, continua haletante la pauvre honorable dame,
le plus terrible est que les machinistes qui ont trouvé son corps prétendent que l'on entendait autour du cadavre comme un bruit qui ressemblait au chant des morts. « C'est le fantôme !» laissa échapper, comme malgré elle, la petite Giry. Mais elle se reprit immédiatement, ses poings à la bouche. « Non, non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. » Autour d'elle, toutes ses compagnes, terrorisées, répétaient à voix basse. « Pour sûr, c'est le fantôme !» La Sorelli était pâle. « Jamais je ne pourrais dire mon compliment, fit-elle. » La maman de James donna son avis en vidant un petit verre de liqueur qui traînait sur une table. Il devait y avoir du fantôme là-dessous. La vérité est qu'on n'a jamais bien su comment était mort Joseph Buquet. L'enquête sommaire ne donna aucun résultat en dehors du suicide naturel. Dans Les Mémoires d'un directeur, M. Moncharmin, qui était l'un des deux directeurs succédant à messieurs Debienne et Poligny, rapporte ainsi l'incident du pendu. Un fâcheux incident vient troubler la petite fête que messieurs Debienne et Poligny se donnaient pour célébrer leur départ. J'étais dans le bureau de la direction quand je vis entrer tout à coup Mercier, l'administrateur. Il était affolé en m'apprenant qu'on venait de découvrir, pendu dans le 3e dessous de la Seine, entre une ferme et un décor du roi de Lahore, le corps d'un machiniste. Je m'écriai « Allons le décrocher !» Le temps que je mis à dégringoler l'escalier et à descendre l'échelle du portant, le pendu n'avait déjà plus sa corde. Voilà donc un événement que M. Moncharmin trouve naturel. Un homme est pendu au bout d'une corde, on va le décrocher, la corde a disparu. Oh, M. Moncharmin a trouvé une explication bien simple, écoutez-le. C'était l'heure de la danse, et Coryphée Zéra avait bien vite pris leurs précautions contre le mauvais œil. Un point, c'est tout. Vous voyez d'ici le corps de ballet descendant l'échelle du portant et se partageant la corde du pendu, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire? Ce n'est pas sérieux. Quand je songe, au contraire, à l'endroit exact où le corps a été retrouvé, dans le 3e dessous de la Seine, j'imagine qu'il pouvait y avoir quelque part un intérêt à ce que cette corde disparût après qu'elle eût fait sa besogne. Et nous verrons plus tard si j'ai tort d'avoir cette imagination-là. La sinistre nouvelle s'était vite répandue du haut en bas de l'opéra, où Joseph Buquet était très aimé. Les loges se vidèrent, et les petites danseuses, groupées autour de la Sorelli, comme des moutons peureux autour du pâtre, prirent le chemin du foyer, à travers les corridors et les escaliers mal éclairés, trottinant de toute la hâte de leurs petites pattes roses. Chapitre 2. La Marguerite nouvelle. Au premier palier, la Sorelli se heurta au comte de Chagny qui montait. Le comte, ordinairement si calme, montrait une grande exaltation. « J'allais chez vous, fit le comte en saluant la jeune femme de façon fort galante. « Ah, Sorelli, quelle belle soirée! Et Christine Daae, quel triomphe !»« Pas possible, protesta Meg Giry. Il y a 6 mois, elle chantait comme un clou. Mais laissez-nous passer, mon cher comte, fit la gamine avec une révérence mutine. Nous allons aux nouvelles d'un pauvre homme que l'on a trouvé pendu. À ce moment passait affairé l'administrateur, qui s'arrêta brusquement en entendant le propos. « Comment ? Vous savez déjà cela, mesdemoiselles » fit-il d'un ton assez rude. « Eh bien, n'en parlez point, et surtout que messieurs Debienne et Poligny n'en soient pas informés, ça leur ferait trop de peine pour leur dernier jour. » Tout le monde s'enfuit vers le foyer de la danse, qui était déjà envahi. Le comte de Chagny avait raison. Jamais gala ne fut comparable à celui-là. Les privilégiés qui assistèrent en parlent encore à leurs enfants et petits-enfants avec un souvenir ému. Songez donc que Gounod, Reyer, Saint-Saëns, Massenet, Guiraud, Delibes montèrent à tour de rôle au pupitre du chef d'orchestre et dirigèrent eux-mêmes l'exécution de leurs œuvres. Ils eurent, entre autres interprètes, Faure et Lacrosse, et c'est ce soir-là que se révéla au tout Paris stupéfait et enivré cette Christine Daae, dont je veux, dans cet ouvrage, faire connaître le mystérieux destin. Gounod avait fait exécuter la marche funèbre du marionnette, Reyer, sa belle ouverture de Sigurd, Saint-Saëns, la danse macabre et une rêverie orientale, Massenet, une marche hongroise inédite, Guiraud, son carnaval, Delibes, la valse lente de Sylvia,
et les Pizzicati de Coppelia. Mesdemoiselles Croce et Denise Bloch avaient chanté la première le boléro des Vêpres siciliennes, la seconde le Brindisi de Lucrèce Borgia. Mais tout le triomphe avait été pour Christine Daae, qui s'était fait entendre d'abord dans quelques passages de Roméo et Juliette. C'était la première fois que la jeune artiste chantait cette œuvre de Gounod, qui du reste n'avait pas encore été transportée à l'opéra, et que l'opéra comique venait de reprendre longtemps après qu'elle eût été créée à l'ancien théâtre lyrique par madame Carvalho. Ah, il faut plaindre ceux qui n'ont point entendu Christine Daae dans ce rôle de Juliette, qui n'ont point connu sa grâce naïve, qui n'ont point tressailli aux accents de sa voix séraphique, qui n'ont point senti s'envoler leur âme avec son âme au-dessus des tombeaux des amants de Vérone. Seigneur, 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 pardonnez-nous. Eh bien, tout cela n'était encore rien à côté des accents surhumains qu'elle fit entendre dans l'acte de la prison et le trio final de Faust, qu'elle chanta en remplacement de la Carlotta indisposée. On n'avait jamais entendu, jamais vu ça. Ça, c'était la Marguerite nouvelle que révélait la Daae. Une Marguerite d'une splendeur, d'un rayonnement encore insoupçonné. La salle tout entière avait salué des mille clameurs de son inénarrable émoi, Christine qui sanglotait et qui défaillait dans les bras de ses camarades. On dut la transporter dans sa loge. Elle semblait avoir rendu l'âme. Le grand critique, P. de Saint-V, fixa le souvenir inoubliable de cette minute merveille dans une chronique qu'il intitula justement « La Marguerite nouvelle ». Comme un grand artiste qu'il était, il découvrait simplement que cette belle et douce enfant avait apporté ce soir-là, sur les planches de l'opéra, un peu plus que son art, c'est-à-dire son cœur. Aucun des amis de l'opéra n'ignorait que le cœur de Christine était resté pur comme à 15 ans, et P. de Saint-V déclarait que pour comprendre ce qui venait d'arriver à Daae, il était dans la nécessité d'imaginer qu'elle venait d'aimer pour la première fois. Je suis peut-être indiscret, ajoutait-il, mais l'amour seul est capable d'accomplir un pareil miracle, une aussi foudroyante transformation. Nous avons entendu il y a 2 ans Christine Daae dans son concours du conservatoire, et elle nous avait donné un espoir charmant. D'où vient le sublime d'aujourd'hui? S'il ne descend point du ciel sur les ailes de l'amour, il me faudra penser qu'il monte de l'enfer, et que Christine, comme le maître chanteur Ofterdingen, a passé un pacte avec le diable. Qui n'a pas entendu Christine chanter le trio infernal de Faust ne connaît pas Faust. L'exaltation de la voix et l'ivresse sacrée d'une âme pure ne sauraient aller au-delà. Cependant, quelques abonnés protestaient. Comment avait-on pu leur dissimuler si longtemps un pareil trésor? Christine Daae avait été jusqu'alors un si bel convenable auprès de cette Marguerite un peu trop splendidement matérielle qu'était la Carlotta. Et il avait fallu l'absence incompréhensible et inexplicable de la Carlotta à cette soirée de gala pour qu'au pied levé la petite Daae pût donner toute sa mesure dans une partie du programme réservée à la diva espagnole. Enfin, comment, privés de Carlotta, messieurs Debienne et Poligny s'étaient-ils adressés à la Daae? Ils connaissaient donc son génie caché. Et s'ils le connaissaient, pourquoi le cachaient-ils? Et elle, pourquoi le cachait-elle? Chose bizarre. On ne lui connaissait point de professeur actuel. Elle avait déclaré à plusieurs reprises que désormais elle travaillerait toute seule. Tout cela était bien inexplicable. Le comte de Chagny avait assisté, debout dans sa loge, à ce délire et s'y était mêlé par ses bravos éclatants. Le comte de Chagny, Philippe Georges Marie, avait alors exactement 41 ans. C'était un grand seigneur et un bel homme. D'une taille au-dessus de la moyenne, d'un visage agréable malgré le front dur et des yeux un peu froids, il était d'une politesse raffinée avec les femmes et un peu hautain avec les hommes, qui ne lui pardonnaient pas toujours ses succès dans le monde. Il avait un cœur excellent et une honnête conscience. Par la mort du vieux comte Philibert, il était devenu le chef d'une des plus illustres et des plus antiques familles de France, dont les quartiers de noblesse remontaient à Louis le Hutin. La fortune des Chagny était considérable, et quand le vieux comte qui était veuf mourut,
Ce ne fut point une mince besogne pour Philippe que celle qu'il dut accepter de gérer un aussi lourd patrimoine. Ses deux sœurs et son frère, Raoul, ne voulurent point entendre parler de partage, et ils restèrent dans l'indivision, s'en remettant de tout à Philippe, comme si le droit d'aînesse n'avait point cessé d'exister. Quand les deux sœurs se marièrent, le même jour, elles reprirent leur part des mains de leur frère, non point comme une chose leur appartenant, mais comme une dot dont elles lui exprimèrent leur reconnaissance. La comtesse de Chagny, née de Moërogis de la Martinière, était morte en donnant le jour à Raoul, né 20 ans après son frère aîné. Quand le vieux comte était mort, Raoul avait 12 ans. Philippe s'occupa activement de l'éducation de l'enfant. Il fut admirablement secondé dans cette tâche par ses sœurs d'abord, et puis par une vieille tante, veuve du marin, qui habitait Brest, et qui donna au jeune Raoul le goût des choses de la mer. Le jeune homme entra au Borda, en sortit dans les premiers numéros, et accomplit tranquillement son tour du monde. Grâce à de puissants appuis, il venait d'être désigné pour faire partie de l'expédition officielle du Requin, qui avait mission de rechercher dans les glaces du pôle les survivants de l'expédition d'Artois, dont on n'avait pas de nouvelles depuis 3 ans. En attendant, il jouissait d'un long congé qui ne devait prendre fin que dans 6 mois, et les douairières du noble faubourg, en voyant cet enfant joli qui paraissait si fragile, le plaignaient déjà des rudes travaux qui l'attendaient. La timidité de ce marin, je serais presque tenté de dire son innocence, était remarquable. Il semblait être sorti la veille de la main des femmes. De fait, choyé par ses deux sœurs et par sa vieille tante, il avait gardé de cette éducation purement féminine des manières presque candides, empreintes d'un charme que rien jusqu'alors n'avait pu ternir. À cette époque, il avait un peu plus de 21 ans et en paraissait 18. Il avait une petite moustache blonde, des yeux bleus et un teint de fille. Philippe gâtait beaucoup Raoul. D'abord, il en était très fier et prévoyait avec joie une carrière glorieuse pour son cadet dans cette marine où l'un de leurs ancêtres, le fameux Chagny de la Roche, avait tenu rang d'amiral. Il profitait du congé du jeune homme pour lui montrer Paris, que celui-ci ignorait à peu près dans ce qu'il peut offrir de joies luxueuses et de plaisirs artistiques. Le comte estimait qu'à l'âge de Raoul, trop de sagesse n'est plus tout à fait sage. C'était un caractère fort bien équilibré que celui de Philippe, pondéré dans ses travaux comme dans ses plaisirs, toujours d'une tenue parfaite, incapable de montrer à son frère un méchant exemple. Il l'amena partout avec lui. Il lui fit même connaître le foyer de la danse. Je sais bien que l'on racontait que le comte était du dernier bien avec la Sorelli. Mais quoi? Pouvait-on faire un crime à ce gentilhomme resté célibataire et qui par conséquent avait bien des loisirs devant lui, surtout depuis que ses sœurs étaient établies, de venir passer 1 heure ou 2 après son dîner dans la compagnie d'une danseuse qui évidemment n'était point très spirituelle, mais qui avait les plus jolis yeux du monde. Et puis il y a des endroits où un vrai Parisien, quand il tient le rang de comte de Chagny, doit se montrer. Et à cette époque, le foyer de la danse de l'opéra était un de ces endroits-là. Enfin, peut-être Philippe n'eût-il pas conduit son frère dans les coulisses de l'Académie nationale de musique, si celui-ci n'avait été le premier, à plusieurs reprises, à le lui demander avec une douce obstination, dont le comte devait se souvenir plus tard. Philippe, après avoir applaudi ce soir-là la Daille, s'était tourné du côté de Raoul et l'avait vu si pâle qu'il en avait été effrayé. « Vous ne voyez donc point, avait dit Raoul, que cette femme se trouve mal ?» En effet, sur la scène, on devait soutenir Christine Daae. « C'est toi qui vas défaillir, fit le comte en se penchant vers Raoul. Qu'as-tu donc ?» Mais Raoul était déjà debout. « Allons, dit Raoul, la voix frémissante. »« Où veux-tu aller, Raoul ?» interrogea le comte étonné de l'émotion dans laquelle il trouvait son cadet. « Mais allons voir, c'est la première fois qu'elle chante comme ça. » Le comte fixa curieusement son frère, et un léger sourire vint s'inscrire au coin de sa lèvre amusée. « Bah !» Et il ajouta tout de suite « Allons, allons !» Il avait l'air enchanté. Ils furent bientôt à l'entrée des abonnés, qui étaient fort encombrés. En attendant qu'il pût pénétrer sur la scène, Raoul déchirait ses gants d'un geste inconscient. Philippe, qui était bon, ne se moqua point de son impatience. Mais il était renseigné. Il savait maintenant pourquoi Raoul était distrait quand il lui parlait, et aussi pourquoi il semblait prendre un si vif plaisir à ramener tous les sujets de conversation sur l'opéra. Ils pénétrèrent sur le plateau.
Une foule d'habits noirs se pressait vers le foyer de la danse ou se dirigeait vers les loges des artistes. Aux cris des machinistes se mêlaient les allocutions véhémentes des chefs de service. Les figurants du dernier tableau qui s'en vont, les marcheuses qui vous bousculent, un portant qui passe, une toile de fond qui descend du cintre, un praticable qu'on assujettit à grands coups de marteau, l'éternelle place au théâtre qui retentit à vos oreilles comme la menace de quelque catastrophe nouvelle pour votre huit reflets ou d'un renfoncement solide pour vos reins, tel est l'événement habituel des entr'actes qui ne manque jamais de troubler un novice comme le jeune homme à la petite moustache blonde, aux yeux bleus et au teint de fille, qui traversait aussi vite que l'encombrement le lui permettait, cette scène sur laquelle Christine Daae venait de triompher et sous laquelle Joseph Buquet venait de mourir. Ce soir-là, la confusion n'avait jamais été plus complète, mais Raoul n'avait jamais été moins timide. Il écartait d'une épaule solide tout ce qui lui faisait obstacle, ne s'occupant point de ce qui se disait autour de lui, n'essayant point de comprendre les propos effarés des machinistes. Il était uniquement préoccupé du désir de voir celle dont la voix magique lui avait arraché le cœur. Oui, il sentait bien que son pauvre cœur tout neuf ne lui appartenait plus. Il avait bien essayé de le défendre depuis le jour où Christine, qu'il avait connue toute petite, lui était réapparue. Il avait ressenti en face d'elle une émotion très douce qu'il avait voulu chasser à la réflexion, car il s'était juré, tant il avait le respect de lui-même et de sa foi, de n'aimer que celle qui serait sa femme. Et il ne pouvait une seconde, naturellement, songer à épouser une chanteuse. Mais voilà qu'à l'émotion très douce avait succédé une sensation atroce. Sensation, sentiment, il y avait là-dedans du physique et du moral. Sa poitrine lui faisait mal, comme si on la lui avait ouverte pour lui prendre le cœur. Il sentait là un creux affreux, un vide réel qui ne pourrait jamais plus être rempli que par le cœur de l'autre. Ce sont là des événements d'une psychologie particulière qui, paraît-il, ne peuvent être compris que de ceux qui ont été frappés par l'amour de ce coup étrange appelé dans le langage courant coup de foudre. Le comte Philippe avait peine à le suivre, il continuait à sourire. Au fond de la scène, passée la double porte qui s'ouvre sur les degrés qui conduisent au foyer et sur ceux qui mènent aux loges de gauche du rez-de-chaussée, Raoul dut s'arrêter devant la petite troupe de rats qui, descendus à l'instant de leur grenier, encombraient le passage dans lequel il voulait s'engager. Plus d'un mot plaisant lui était décoché par de petites lèvres fardées, auxquelles il ne répondit point. Enfin, il put passer, et s'enfonça dans l'ombre d'un corridor tout bruyant des exclamations que faisaient entendre d'enthousiastes admirateurs. Un nom couvrait toutes les rumeurs. Daae. Daae. Le comte, derrière Raoul, se disait « Le coquin connaît le chemin », et il se demandait comment il l'avait appris. Jamais il n'avait conduit lui-même Raoul chez Christine. Il faut croire que celui-ci était allé tout seul pendant que le comte restait à l'ordinaire à bavarder au foyer avec la Sorelli, qui le priait souvent de demeurer près d'elle jusqu'au moment où elle entrait en scène, et qui avait parfois cette manie tyrannique de lui donner à garder les petites guêtres avec lesquelles elle descendait de sa loge et dont elle garantissait le lustre de ses souliers de satin et la netteté de son maillot chair. La Sorelli avait une excuse, elle avait perdu sa mère. Le comte, remettant à quelques minutes la visite qu'il devait faire à la Sorelli, suivait donc la galerie qui conduisait chez la Daae, et constatait que ce corridor n'avait jamais été aussi fréquenté que ce soir, où tout le théâtre semblait bouleversé du succès de l'artiste, et aussi de son évanouissement, car la belle enfant n'avait pas encore repris connaissance, et on était allé chercher le docteur du théâtre, qui arriva sur ses entrefaites, bousculant les groupes et suivi de près par Raoul qui lui marchait sur les talons. Ainsi, le médecin et l'amoureux se trouvèrent dans le même moment aux côtés de Christine, qui reçut les premiers soins de l'un et ouvrit les yeux dans les bras de l'autre. Le comte était resté avec beaucoup d'autres sur le seuil de la porte, devant laquelle on s'étouffait. « Ne trouvez-vous point, docteur, que ces messieurs devraient dégager un peu la loge ?» demanda Raoul avec une incroyable audace. « On ne peut plus respirer ici. »« Mais vous avez parfaitement raison, » acquiesça le docteur, et il mit tout le monde à la porte, à l'exception de Raoul et de la femme de chambre.
Celle-ci regardait Raoul avec des yeux agrandis par la plus sincère ahurissement. Elle ne l'avait jamais vu. Elle n'osa pas toutefois le questionner. Et le docteur s'imagina que si le jeune homme agissait ainsi, c'était évidemment parce qu'il en avait le droit. Si bien que le vicomte resta dans cette loge à contempler la Daae renaissant à la vie, pendant que les deux directeurs, messieurs Debienne et Poligny eux-mêmes, qui étaient venus pour exprimer leur admiration à leur pensionnaire, étaient refoulés dans le couloir avec des habits noirs. Le comte de Chagny, rejeté comme les autres dans le corridor, riait aux éclats. « Ah, le coquin, le coquin !» Et il ajoutait in petto, « Fiez-vous donc à ces jouvenceaux qui prennent des airs de petite fille. » Il était radieux. Il conclut, « C'est un Chagny !» Et il se dirigea vers la loge de la Sorelli, mais celle-ci descendait au foyer avec son petit troupeau tremblant de peur, et le comte la rencontra en chemin, comme il a été dit. Dans la loge, Christine Daae avait poussé un profond soupir auquel avait répondu un gémissement. Elle tourna la tête et vit Raoul, tressaillit. Elle regarda le docteur auquel elle sourit, puis sa femme de chambre, puis encore Raoul. « Monsieur, demanda-t-elle à ce dernier d'une voix qui n'était encore qu'un souffle, « qui êtes-vous » ? Mademoiselle, répondit le jeune homme, qui mit un genou à terre et déposa un ardent baiser sur la main de la diva. Mademoiselle, je suis le petit enfant qui est allé ramasser votre écharpe dans la mer. Christine regarda encore le docteur et la femme de chambre, et tous trois se mirent à rire. Raoul se releva, très rouge. Mademoiselle, puisqu'il vous plaît de ne point me reconnaître, je voudrais vous dire quelque chose en particulier, quelque chose de très important. Quand j'irai mieux, monsieur, voulez-vous ? Et sa voix tremblait. Vous êtes très très gentil. Mais il faut vous en aller, ajouta le docteur avec son plus aimable sourire. Laissez-moi soigner, mademoiselle. Je ne suis pas malade, fit tout à coup Christine avec une énergie aussi étrange qu'inattendue. Et elle se leva en se passant d'un geste rapide une main sur les paupières. Je vous remercie, docteur, j'ai besoin de rester seule. Allez-vous-en tous, je vous en prie, laissez-moi. Je suis très nerveuse ce soir. Le médecin voulut faire entendre quelques protestations, mais devant l'agitation de la jeune femme, il estima que le meilleur remède à un pareil état consistait à ne point la contrarier, et il s'en alla avec Raoul, qui se trouva dans le couloir, très désemparé. Le docteur lui dit « Je ne la reconnais plus ce soir. Elle, ordinairement si douce, et il le quitta. Raoul restait seul. Toute cette partie du théâtre était déserte maintenant. On devait procéder à la cérémonie d'adieu au foyer de la danse. Raoul pensa que la Daae s'y rendrait peut-être, et il attendit dans la solitude et le silence. Il se dissimula même dans l'ombre propice d'un coin de la porte. Il avait toujours cette affreuse douleur à la place du cœur, et c'était de cela qu'il voulait parler à la Daae, sans retard. Soudain, la loge s'ouvrit, et il vit la soubrette qui s'en allait toute seule en portant des paquets. Il l'arrêta au passage et lui demanda des nouvelles de sa maîtresse. Elle lui répondit en riant que celle-ci allait tout à fait bien, mais qu'il ne fallait point la déranger parce qu'elle désirait rester seule. Et elle se sauva. Une idée traversa la cervelle embrasée de Raoul. Évidemment, la Daae voulait rester seule pour lui. Ne lui avait-il point dit qu'il désirait l'entretenir particulièrement? Et n'était-ce point là la raison pour laquelle elle avait fait le vide autour d'elle? Respirant à peine, il se rapprocha de la loge et l'oreille penchée contre la porte pour entendre ce qu'on allait lui répondre, et il se disposa à frapper, mais sa main retomba. Il venait de percevoir dans la loge une voix d'homme qui disait sur une intonation singulièrement autoritaire « Christine, il faut m'aimer ». Et la voix de Christine, douloureuse, que l'on devinait accompagnée de larmes, une voix tremblante répondait « Comment pouvez-vous me dire cela, moi qui ne chante que pour vous ?» Raoul s'appuya au panneau tant il souffrait. Son cœur, qu'il croyait parti pour toujours, était revenu dans sa poitrine et lui donnait des coups retentissants. Tout le couloir en résonnait, et les oreilles de Raoul en étaient comme assourdies. Sûrement, si son cœur continuait à faire autant de tapage, on allait l'entendre, on allait ouvrir la porte, et le jeune homme serait honteusement chassé. Quelle position pour un Chagny, écouter derrière une porte. Il prit son cœur à deux mains pour le faire taire. Mais un cœur, ce n'est point la gueule d'un chien, et même quand on tient la gueule d'un chien à deux mains,
Un chien qui aboie insupportablement, on l'entend gronder toujours. La voix d'homme reprit. Vous devez être bien fatigué. Oh, ce soir je vous ai donné mon âme, et je suis morte. Ton âme est bien belle, mon enfant, reprit la voix grave d'homme, et je te remercie. Il n'y a point d'empereur qui ait reçu un pareil cadeau. Les anges ont pleuré ce soir. Après ces mots, les anges ont pleuré ce soir, le vicomte n'entendit plus rien. Cependant, il ne s'en alla point, mais comme il craignait d'être surpris, il se rejeta dans son coin d'ombre, décidé à attendre là que l'homme quittât la loge. À la même heure, il venait d'apprendre l'amour et la haine. Il savait qu'il aimait. Il voulait connaître qui il haïssait. À sa grande stupéfaction, la porte s'ouvrit, et Christine Daae, enveloppée de fourrure et la figure cachée sous une dentelle, sortit seule. Elle referma la porte, mais Raoul observa qu'elle ne refermait point à clé. Elle passa. Il ne la suivit même point des yeux, car ses yeux étaient sur la porte qui ne se rouvrait pas. Alors, le couloir étant à nouveau désert, il le traversa. Il ouvrit la porte de la loge et la referma aussitôt derrière lui. Il se trouvait dans la plus opaque obscurité. On avait éteint le gaz. « Il y a quelqu'un ici, » fit Raoul d'une voix vibrante. « Pourquoi se cache-t-il » Et ce disant, il s'appuyait toujours du dos à la porte close. La nuit et le silence, Raoul n'entendait que le bruit de sa propre respiration. Il ne se rendait certainement point compte que l'indiscrétion de sa conduite dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. « Vous ne sortirez d'ici que lorsque je le permettrai, » cria le jeune homme. « Si vous ne me répondez pas, vous êtes un lâche, mais je saurai bien vous démasquer. » Et il fit craquer son allumette. La flamme éclaira la loge. Il n'y avait personne dans la loge. Raoul, après avoir pris soin de fermer la porte à clé, alluma les globes, les lampes. Il pénétra dans le cabinet de toilette, ouvrit les armoires, chercha, tâta de ses mains moites les murs, rien. « Ah ça, dit-il tout haut, est-ce que je deviens fou ?» Il resta ainsi 10 minutes à écouter le sifflement du gaz dans la paix de cette loge abandonnée. Amoureux, il ne songea même point à dérober un ruban qui lui eût apporté le parfum de celle qu'il aimait. Il sortit, ne sachant plus ce qu'il faisait ni où il allait. À un moment de son incohérente déambulation, un air glacé vint le frapper au visage. Il se trouvait au bas d'un étroit escalier que descendait derrière lui un cortège d'ouvriers penchés sur une espèce de brancard qui recouvrait un linge blanc. « La sortie, s'il vous plaît, fit-il à l'un de ses hommes. « Vous voyez bien, en face de vous, lui fut-il répondu. La porte est ouverte, mais laissez-nous passer. » Il demanda machinalement en montrant le brancard. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'ouvrier répondit. « Ça, c'est Joseph Buquet, que l'on a trouvé pendu dans le 3e dessous, entre un portant et un décor du roi de Lahore. » Il s'effaça devant le cortège, salua et sortit. Chapitre 3. Pendant ce temps avait lieu la cérémonie des adieux. J'ai dit que cette fête magnifique avait été donnée à l'occasion de leur départ de l'opéra par messieurs Debienne et Poligny, qui avaient voulu mourir, comme nous disons aujourd'hui, en beauté. Ils avaient été aidés dans la réalisation de ce programme idéal et funèbre par tout ce qui comptait alors à Paris dans la société et dans les arts. Tout ce monde s'était donné rendez-vous au foyer de la danse, où la Sorelli attendait, une coupe de champagne à la main et un petit discours préparé au bout de la langue, les directeurs démissionnaires. Derrière elle, ces jeunes et vieilles camarades du corps de ballet se pressaient, les unes s'entretenant à voix basse des événements du jour, les autres adressant discrètement des signes d'intelligence à leurs amis, dont la foule bavarde entourait déjà le buffet, qui avait été dressé sur le plancher en pente entre la danse guerrière et la danse champêtre de M. Boulanger. Quelques danseuses avaient déjà revêtu leur toilette de ville. La plupart avaient encore leurs jupes de gaze légères. Mais toutes avaient cru devoir prendre des figures de circonstance. Seule la petite James, dont les 15 printemps semblaient déjà avoir oublié dans leur insouciance, heureux âge, le fantôme et la mort de Joseph Buquet, n'arrêtait point de caqueter, babiller, sautiller, faire des niches,
si bien que M. Debienne et Poligny apparaissant sur les marches du foyer de la danse, elle fut rappelée sévèrement à l'ordre par la Sorelli impatiente. Tout le monde remarqua que messieurs les directeurs démissionnaires avaient l'air gais, ce qui, en province, n'eût paru naturel à personne, mais ce qui, à Paris, fut trouvé de fort bon goût. Celui-là ne sera jamais parisien qui n'aura point appris à mettre un masque de joie sur ses douleurs et le loup de la tristesse, de l'ennui ou de l'indifférence sur son intime allégresse. Vous savez qu'un de vos amis est dans la peine, n'essayez point de le consoler. Il vous dira qu'il l'est déjà. Mais s'il lui est arrivé quelque événement heureux, gardez-vous de l'en féliciter. Il trouve sa bonne fortune si naturelle qu'il s'étonnera qu'on lui en parle. À Paris, on est toujours au bal masqué, et ce n'est point au foyer de la danse que des personnages aussi avertis que messieurs Debienne et Poligny eussent commis la faute de montrer leur chagrin qui était réel. Et il souriait déjà trop à la Sorelli, qui commençait à débiter son compliment, quand une réclamation de cette petite folle de James vint briser le sourire de messieurs les directeurs d'une façon si brutale que la figure de désolation et d'effroi qui était dessous apparut aux yeux de tous. Le fantôme de l'opéra. James avait jeté cette phrase sur un ton d'indicible terreur, et son doigt désignait dans la foule des habits noirs, un visage si blême, si lugubre et si laid, avec les trous noirs des arcades sourcilières si profonds, que cette tête de mort ainsi désignée remporta immédiatement un succès fou. « Le fantôme de l'opéra! Le fantôme de l'opéra !» Et l'on riait, et l'on se bousculait, et l'on voulait offrir à boire au fantôme de l'opéra. Mais il avait disparu. Il s'était glissé dans la foule, et on le rechercha en vain. Cependant que deux vieux messieurs essayaient de calmer la petite James, et que la petite Giry poussait des cris de pan. La Sorelli était furieuse. Elle n'avait pas pu achever son discours. Messieurs Debienne et Poligny l'avaient embrassé, remercié et s'étaient sauvés aussi rapidement que le fantôme lui-même. Nul ne s'en étonna, car on savait qu'ils devaient subir la même cérémonie à l'étage supérieur, au foyer du chant, et qu'enfin leurs amis intimes seraient reçus une dernière fois par eux dans le grand vestibule du cabinet directorial, où un véritable souper les attendait. Et c'est là que nous le retrouverons avec les nouveaux directeurs, messieurs Armand Moncharmin et Firmin Richard. Les premiers connaissaient à peine les seconds, mais ils se répandirent en grandes protestations d'amitié, et ceux-ci leur répondirent par 1000 compliments, de telle sorte que ceux des invités qui avaient redouté une soirée un peu maussade montrèrent immédiatement des mines réjouies. Le souper fut presque gai, et l'occasion s'étant présentée de plusieurs toasts, Monsieur le commissaire du gouvernement y fut si particulièrement habile, mêlant la gloire du passé au succès de l'avenir, que la plus grande cordialité régna bientôt parmi les convives. La transmission des pouvoirs directoriaux s'était faite la veille, le plus simplement possible, et les questions qui restaient à régler entre l'ancienne et la nouvelle direction y avaient été résolues sous la présidence du commissaire du gouvernement dans un si grand désir d'entente de part et d'autre, qu'en vérité, on ne pouvait s'étonner, dans cette soirée mémoriable, de trouver 4 visages de directeurs aussi souriants. Messieurs Debienne et Poligny avaient déjà remis à messieurs Armand Moncharmin et Firmin Richard les 2 clés minuscules, les passe-partout qui ouvraient toutes les portes de l'Académie nationale de musique, plusieurs milliers. Et prestement, ces petites clés, objet de la curiosité générale, passaient de main en main quand l'attention de quelques-uns fut détournée par la découverte qu'ils venaient de faire au bout de la table de cette étrange et blême et fantastique figure aux yeux caves qui était déjà apparue au foyer de la danse et qui avait été saluée par la petite James de cette apostrophe « Le fantôme de l'opéra ». Il était là, comme le plus naturel des convives, sauf qu'il ne mangeait ni ne buvait. Ceux qui avaient commencé à le regarder en souriant avaient fini par détourner la tête, tant cette vision portait immédiatement l'esprit aux pensées les plus funèbres. Nul ne recommença la plaisanterie du foyer, nul ne s'écria « Voilà le fantôme de l'opéra ». Il n'avait pas prononcé un mot. Il était venu s'asseoir là, mais chacun pensa que si les morts revenaient parfois s'asseoir à la table des vivants, ils ne pouvaient montrer de plus macabres visages.
Les amis de M. Firmin Richard et Armand Moncharmin crurent que ce convive décharné était un intime de messieurs Debienne et Poligny, tandis que les amis de M. Debienne et Poligny pensèrent que ce cadavre appartenait à la clientèle de messieurs Richard et Moncharmin, de telle sorte qu'aucune demande d'explication, aucune réflexion déplaisante, aucune facétie de mauvais goût ne risqua de froisser cette hôte d'outre-tombe. Quelques convives qui étaient au courant de la légende du fantôme et qui connaissaient la description qu'en avait faite le chef machiniste, ils ignoraient la mort de Joseph Buquet, trouvaient in petto que l'homme du bout de la table aurait très bien pu passer pour la réalisation vivante du personnage créé, selon eux, par l'indécrottable superstition du personnel de l'opéra. Et cependant, selon la légende, le fantôme n'avait pas de nez, et ce personnage en avait un. Mais M. Moncharmin affirme dans ses mémoires que le nez du convive était transparent. Son nez, dit-il, était long, fin et transparent. Et j'ajouterai que cela pouvait être un faux nez. M. Moncharmin a pu prendre pour de la transparence ce qui n'était que luisant. Tout le monde sait que la science fait d'admirables faux nez pour ceux qui en ont été privés par la nature ou par quelque opération. En réalité, le fantôme est-il venu s'asseoir cette nuit-là au banquet des directeurs sans y avoir été invité? Et pouvons-nous être sûrs que cette figure était celle du fantôme de l'opéra lui-même? Qui oserait le dire? Si je parle de cet incident ici, ce n'est point que je veuille une seconde faire croire ou tenter de faire croire au lecteur que le fantôme ait été capable d'une aussi superbe audace, mais parce qu'en somme la chose est très possible. Et en voici, semble-t-il, une raison suffisante. Monsieur Armand Moncharmin, toujours dans ses mémoires, dit textuellement, chapitre 11. Quand je songe à cette première soirée, je ne puis séparer la confidence qui nous fut faite dans leur cabinet par messieurs Debienne et Poligny de la présence à notre souper de ce fantomatique personnage que nul de nous ne connaissait. Voici exactement ce qui se passa. Messieurs Debienne et Poligny, placés au milieu de la table, n'avaient pas encore aperçu l'homme à la tête de mort, quand celui-ci se mit tout à coup à parler. « Les rats ont raison, dit-il. La mort de ce pauvre Buquet n'est peut-être point si naturelle qu'on le croit. » Debienne et Poligny sursautèrent. « Buquet est mort » s'écrièrent-ils. « Oui, répliqua tranquillement l'homme, ou l'ombre d'homme. Il a été trouvé pendu ce soir, dans le 3e dessous, entre une ferme et un décor du roi de Lahore. » Les deux directeurs, ou plutôt ex-directeurs, se levèrent aussitôt, en fixant étrangement leur interlocuteur. Ils étaient agités plus que de raison, c'est-à-dire plus qu'on a raison de l'être par l'annonce de la pendaison d'un chef machiniste. Ils se regardèrent tous deux. Ils étaient devenus plus pâles que la nappe. Enfin, Debienne fit signe à messieurs Richard et Moncharmin, Poligny prononça quelques paroles d'excuse à l'adresse des convives, et tous quatre passèrent dans le bureau directorial. Je laisse la parole à monsieur Moncharmin. Messieurs Debienne et Poligny semblaient de plus en plus agités, raconte-t-il dans ses mémoires. Et il nous parut qu'ils avaient quelque chose à nous dire qui les embarrassait fort. D'abord, ils nous demandèrent si nous connaissions l'individu assis au bout de la table, qui leur avait appris la mort de Joseph Buquet, et, sur notre réponse négative, ils se montrèrent encore plus troublés. Ils nous prirent les passe-partout des mains, les considérèrent un instant, hochèrent la tête, puis nous donnèrent le conseil de faire de nouvelles serrures dans le plus grand secret pour les appartements, cabinets et objets dont nous pouvions désirer la fermeture hermétique. Ils étaient si drôles en disant cela que nous nous prîmes à rire en leur demandant s'il y avait des voleurs à l'opéra. Ils nous répondirent qu'il y avait quelque chose de pire, qui était le fantôme. Nous recommençâmes à rire, persuadés qu'ils se livraient à quelque plaisanterie qui devait être comme le couronnement de cette petite fête intime. Et puis, sur leur prière, nous reprîmes notre sérieux, décidés à entrer, pour leur faire plaisir, dans cette sorte de jeu. Et nous dirent que jamais ils ne nous auraient parlé du fantôme, s'ils n'avaient reçu l'ordre formel du fantôme lui-même de nous engager à nous montrer aimables avec celui-ci
et à lui accorder tout ce qu'il nous demanderait. Cependant, trop heureux de quitter un domaine où régnait en maîtresse cette ombre tyrannique et d'en être débarrassés du coup, ils avaient hésité jusqu'au dernier moment à nous faire part d'une aussi curieuse aventure à laquelle certainement nos esprits sceptiques n'étaient point préparés, quand l'annonce de la mort de Joseph Buquet leur avait brutalement rappelé que chaque fois qu'ils n'avaient point obéi au désir du fantôme, quelque événement fantasque ou funeste avait vite fait de les ramener au sentiment de leur dépendance. Pendant ces discours inattendus prononcés sur le ton de la confidence la plus secrète et la plus importante, je regardais Richard. Richard, autant qu'il était étudiant, avait une réputation de farceur, c'est-à-dire qu'il n'ignorait aucune des 1001 manières que l'on a de se moquer les uns des autres. Et les concierges du boulevard Saint-Michel en ont su quelque chose. Aussi semblait-il goûter fort le plat qu'on lui servait à son tour. Il n'en perdait pas une bouchée, bien que le condiment fût un peu macabre à cause de la mort de Buquet. Il hochait la tête avec tristesse, et sa mine, au fur et à mesure que les autres parlaient, devenait lamentable, comme celle d'un homme qui regrettait amèrement cette affaire de l'opéra maintenant qu'il apprenait qu'il y avait un fantôme dedans. Je ne pouvais faire mieux que de copier servilement cette attitude désespérée. Cependant, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.